Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. J'ai le grand plaisir d'être avec Kevin Le Goff en baie d'Audierne. Comment vas-tu, Kevin? Bonjour Anne, écoute, ça va super. De retour dans la baie, tu vois, j'étais pas mal en mouvement. Donc là, je suis content de poser un petit peu mes valises là, quelques jours à la maison. Donc, je travaille depuis chez moi, donc c'est agréable, c'est bien. Est-ce que tu peux te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas? Moi, je suis Kevin Le Goff, je suis entrepreneur. J'ai fondé plusieurs projets, globalement tous dans l'hospitalité, dans la création de lieux. J'ai démarré dans le e-commerce en 2011-2012, qui était ma première boîte. Et après, j'ai monté différentes structures, dont une boîte en Bretagne qui s'appelle Swanson, qu'on a monté en 2015, avec un lieu qui s'appelait la Swanson House, qui était basé à Audierne. Et depuis, je gère un startup studio dédié à l'hospitalité qui s'appelle Coastline Creative Club, dans lequel on crée des projets euh, liés à des lieux, dont un nouveau lieu qu'on a ouvert aussi en Bretagne qui s'appelle Cosbarn. Pourquoi ce thème de l'hospitalité? Il est arrivé assez tardivement parce qu'au début, c'est pas un mot que je mettais sur mes projets. Ça a mis un petit peu de temps avant d'arriver sur la table. Au début, on créait des marques, on créait des lieux, on créait des concepts sans forcément le définir comme de l'hospitalité pure et dure. On parlait de coworking, on parlait d'hôtellerie, de restauration. Et en fait, le point commun à tout ça, et ça, c'est un travail que j'ai effectué à l'aide d'une personne qui m'a accompagné l'année dernière sur un peu la structuration de tous mes projets et tout ça. Et on en est arrivé à ce résultat de comprendre qu'en fait, ce qu'on faisait depuis le début, c'était de l'hospitalité, c'était d'accueillir des gens et créer des concepts pour rassembler des gens, que ce soit à travers effectivement un prisme travail, un prisme passion, un prisme loisir, plaisir. Et voilà, c'est le point commun à tout ça, quoi. C'est de rassembler des gens à travers globalement des passions. Il y a la passion, mais il y a aussi un look, hein. Alors, moi, en tant que réalisatrice, je cherche toujours des décors pour faire les interviews, pour faire des tournages, et c'est hyper important, le lieu, l'âme du lieu, le style, le décor, selon la personnalité des personnes avec qui je vais tourner. Et toi, alors, en tout cas, on va parler du podcast là que tu viens de créer. À chaque fois, c'est des univers très particulier à la personnalité des entrepreneurs qui l'ont créé. Il y a un vrai style. Et est-ce que tu veux me parler de ça? Parce qu'effectivement, il y a le lieu de travail et d'habitat, mais il y a aussi le design. Le- la première définition qu'on pourrait donner, effectivement, c'est le design. Après, ce dont on parle aujourd'hui, on parle d'expérience. Et en fait, tu vois, l'expérience d'un lieu, elle passe effectivement par la déco, par du détail, par ses défauts. Et en fait, c'est toute cette combinaison-là qui crée une expérience d'un lieu. Et c'est ce qu'on recherche à chaque fois ou ce qu'on essaie de mettre en avant. Souvent, ce n'est pas des lieux dans lesquels on investit énormément d'argent, tu vois, notamment dans l'architecture, dans la déco. C'est plutôt des lieux où on va essayer de redonner un petit peu de son état d'origine, tu vois, et ce qui nous a donné le coup de cœur au premier pas ou à la première rentrée dans un lieu, c'est de se dire bah, comment on peut mettre ça en avant et faire en sorte que les gens, quand ils passent la porte d'un lieu, aient le même regard que nous, tu vois. Où nous, on va avoir un regard un peu plus visionnaire, lointain et imaginer ce que peut donner un lieu. Il faut qu'on arrive à retranscrire ça. Et donc, c'est en créant des expériences. Et c'est pour ça qu'on y attache beaucoup d'importance. C'est que l'âme d'un lieu, il y a des superbes baraques, il y a des super restos, mais il y a des lieux qui n'ont pas d'âme. Et en fait, ce point, il est juste indispensable dans tous les projets qu'on peut créer, que ce soit de la restauration, un bar, un coworking, un co-living ou même un hôtel. C'est quelle est un peu l'origine, quel est son emplacement. Et tu vois, j'ai interviewé quelqu'un de l'autre côté podcast, qui me disait que l'âme d'un lieu, en fait, c'était au final ce qui allait définir sa longévité, tu vois. Et, c'est vrai que c'est pas faux. Je pense que c'est ce qui fait que des lieux perdurent plus que d'autres. Tu vois. Hmm. Donc, ouais, non, c'est le design d'un lieu dans sa globalité, dans son design naturel, modifié,
amplifier, c'est juste hyper important pour que ça fonctionne, je pense. Non, on y attache beaucoup d'importance. Ouais, tu y attaches beaucoup d'importance en tout cas. Dans tout ce que tu fais, enfin dans tout ce que tu publies, dans tes photos, dans tes images, dans ta manière de communiquer, il y a toujours cette patte très, euh, euh, j'ai envie de dire tendance, mais tendance pérenne, parce que c'est pas quelque chose trop fashion en fait, hein. Il y a aussi la matière, il y a le bois et la nature. Donc, ouais, je trouve ça très fin, bien joué. Ouais, après, au final, c'est un point important, tu vois, c'est le sujet de nature qu'il y a dans chacun des lieux. Et, et globalement, on met en image, tu vois, l'environnement d'un lieu. Et c'est pas quelque chose qu'on modifie ou qu'on transforme, tu vois. Ce qu'a fait la notoriété d'une Swenson House, c'est son environnement, tu vois. C'est la nature qu'il y avait autour, qui a toujours existé, tu vois. Ce qui fait que Cosbarn, les gens arrivent là-bas et ont cet effet un peu waouh, c'est le plan d'eau, c'est les pins, et toutes ces choses-là existaient déjà, tu vois. Donc je pense que c'est qu'une question de combinaison, tu vois, entre un environnement nature comme peuvent bénéficier nos lieux et le projet qu'on va y mettre. Ça crée un combo intéressant, tu vois. Hmm. En Donc, tout cas, c'est très peu de transformation. oui, très peu de transformation. C'est ça, c'est à la fois épuré, à la fois c'est détente, à la fois c'est classe. Euh, d'où tu tiens ça en fait? Est-ce que petit, tu avais envie de créer des maisons, de dessiner des maisons? D'où ça t'est venu? Ouais, c'est une bonne question. Alors moi, j'ai pas du tout et je laisse ça aux professionnels, tu vois, tout le sujet architectural, création d'un lieu. Enfin, chacun de nos lieux est souvent imaginé en binôme avec des architectes ou avec des designers ou autres, des gens qui sont du métier. Par contre, je pense qu'il y a toujours eu cette fibre de créer des lieux pour accueillir des gens et pas créer des lieux pour y faire un business ou créer des lieux pour y mettre un produit. Ça a toujours été de créer des lieux pour rassembler des gens. Et ça, depuis que je suis gamin, tu vois. Ça a toujours été, à l'époque, c'était d'organiser des événements, tu vois, ou des choses où je pouvais rassembler, tu vois, des gens et faire en sorte qu'ils passent un bon moment. Et ça, vraiment, depuis que je suis tout petit, quoi. Tu vois, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé un peu quartier libre, tu vois, à la maison pour faire pour faire des événements. Mais quand j'étais gamin, tu vois, j'étais capable de refaire un spectacle que j'avais vu dans un je ne sais où et inviter des potes. Et vraiment, je fais ça, je devais avoir, tu vois, 12, 13 ans. Et l'idée, c'était de reconstituer, tu vois, le même spectacle dans le jardin chez mes parents, avec un public, avec un truc, et de créer, tu vois, une ambiance et faire en sorte enfin, que les gens passent un bon moment, tu vois. Et ça a commencé comme ça. Après crescendo, il y a toujours eu ce truc de rassembler des gens. Alors, on va parler de ton podcast, ce petit bijou dont je me délecte à chaque fois que je suis en voiture et je suis souvent en voiture en ce moment. Donc, il s'appelle No Small Plans et là, c'est la saison 2. Est-ce que tu peux nous le présenter, ton petit bijou? Carrément. Ça fait partie un peu de ce travail que j'avais fait sur l'identification tu vois, de ce sujet d'hospitality qui me plaisait vraiment et qui, moi, m'anime un peu au quotidien, tu vois. Il y a les lieux qu'on crée, mais il y a surtout tous les lieux qui m'inspirent. Et, euh, et plus que des lieux, c'est les gens qu'il y a derrière, tu vois. Et l'idée, c'était alors là, c'était vraiment pur plaisir au départ de me donner l'occasion d'aller rencontrer ces gens-là avec une belle excuse qu'est le podcast et, euh, et de pouvoir comprendre un petit peu plus comment ils arrivaient à créer des lieux hors du commun. Et du coup, à travers ce podcast, c'est vraiment mettre en avant celles et ceux qui créent des lieux hors du commun. Et surtout, parce que dans cet écosystème, il y a plusieurs choses. Il y a le monde de l'entrepreneuriat, qui est déjà bien alimenté dans l'univers du digital, des startups, etc. Et il y a l'univers de l'hospitality, qui est aujourd'hui beaucoup porté par des grosses boîtes, des grosses foncières, des gros groupes type Accor, etc. Et entre les deux, il y a un gros néant, qui est tous ces gens qui créent des lieux un peu hybrides, souvent indépendants,
qui partent d'un prisme passion ou sentimental avec un lieu et qui vont se mettre à créer quelque chose. Et il y a très peu d'éléments là-dessus et de ressources sur comment créer ce type de lieu. Tu vois. Et donc, l'idée, c'était, avec le podcast, c'était d'aller comprendre un petit peu plus comment c'était créé et écrit l'histoire. Et puis, surtout, de partager pour ceux qui veulent créer des lieux aussi, toute l'expérience, l'expertise et les ressources de ces gens-là. Donc, comprendre comment on passait d'une envie d'un lieu un peu idyllique à l'opération de ce même lieu et en faire un business et pouvoir en vivre sans tomber dans des trucs complètement démesurés, mais juste de pouvoir vivre de sa passion à travers un lieu. Et voilà, l'idée, c'était de mettre en avant ces profils-là et d'en apprendre un peu plus là-dessus, quoi. Donc, c'est tout l'objectif du podcast, c'est de faire rêver un peu avec des lieux magiques, parce qu'on a des lieux de dingue, et puis de profiter de cette conversation pour partager un max de ressources, quoi. Ah ouais, c'est réussi parce que c'est vraiment partir d'une passion, d'une envie, d'un rêve, d'un coup de cœur sur un lieu à comment, entre guillemets, l'exploite, on le fait beau à son image et puis avec tous les tuyaux, comment ça se passe avec les banques, comment ça se passe avec la région, comment on fait concrètement, et puis quand il y a des coups de mou, qu'est-ce qui se passe et voilà, grâce à toi, en tout cas, on connaît toutes les subtilités. Et ça, c'est chouette. Et on sent aussi que tu es là, que tu es aussi émerveillé que nous, on l'est quand on écoute le podcast. Donc ça, c'est génial. Qu'est-ce que j'apprécie aussi, je te disais, je trouve que c'était vraiment, tu as une très belle voix voilà, tu as une voix de podcast, c'est sûr. Ah, C'est, c'est gentil. ouais. Et alors, la particularité, c'est que tu te déplaces sur les lieux. Alors, à la fois, on est en train de t'écouter, donc on n'a pas les images, et en même temps, on le sent, le lieu, et tu nous le décris, et on y est, quoi. Et après, on peut voir évidemment les images en dessous, dans le descriptif. Alors, pourquoi tu t'as choisi de te déplacer pour faire les podcasts? Alors, il y a deux options, hein. Il y a certains épisodes où j'ai pas toujours pu, où j'ai pas pu me déplacer. Mais l'idée, c'est que la grande majorité et tous les épisodes qui arrivent là sont des épisodes qui ont été tournés sur place. Euh, pour la simple et bonne raison, comme je te disais au début, tu vois, pour moi, le podcast, c'est l'opportunité de rencontrer des gens et par la même occasion d'accéder à ces lieux-là et de les découvrir. Et puis surtout, je pense que clairement, il y a un gros gap entre une interview d'un fondateur qui va être à distance, tu vois, par rapport à son lieu. Quand tu veux parler de l'âme d'un lieu, son environnement, le fait d'y être, les questions vont différer, tu vois, entre les questions que je pourrais poser de chez moi et les questions que je peux poser quand j'y suis, parce que tu as des gens qui circulent autour, tu as un environnement, tu as une météo, tu as un climat, enfin, il y a plein de choses autour du lieu qui font que je pense que ça facilite l'interview et ça se retranscrit dans l'épisode. Ça, c'est hyper important. Après, là, tu vois, on a des lieux qui sont à l'étranger aussi, en Norvège, hein. et, euh, et typiquement, c'est des lieux complètement atypiques. Ce qu'il faut préciser, c'est que c'est pas que des hôtels, tu vois, ou des restaurants. C'est vraiment tout type de lieux. C'est des lieux qui accueillent des gens. Donc, ça va de l'espace de coworking, tu parlais de la coloc, tu vois, à Lorient, à un gîte, à une chaîne d'hôtellerie indépendante, tu vois, euh, à un superbe hôtel type Le Barn qui est en région parisienne, mais qui est un projet juste magnifique. Et là, tu vois un épisode qui va sortir sur un studio d'enregistrement. Moi, je suis passionné de musique et c'est un studio que je suivais depuis très longtemps. Et en fait, là, le podcast me permet de mettre en avant sur le même prisme comment on crée un lieu comme celui-ci qui est posé sur un rocher, en fait, dans un petit village norvégien, un village de 4000 habitants, donc qui est l'équivalent d'un Audierne, tu vois. Et ils ont créé ce studio, qui est un studio d'enregistrement ultra premium, magnifique, dans lequel on retrouve des groupes type Green Day, U2, enfin des groupes de dingue qui viennent enregistrer et s'enfermer quelques jours dans un studio au milieu de nulle part. Et les questions qu'on se pose quand on connaît un peu le littoral chez nous et tout, on se dit mais comment un projet comme ça peut sortir de terre, tu vois,
sachant qu'il est posé sur un caillou avec de l'océan partout. Et, et en fait, la démarche derrière ça, c'est aussi de mettre en avant la collaboration qu'on peut avoir avec un territoire, tu vois, et l'intérêt de ce type de projet pour un territoire qui est un peu reculé ou qui a besoin de dynamisme un petit peu. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a fait plein de parallèles entre des projets qui peuvent naître ici dans le Finistère et un projet qui naît en Norvège dans le même cadre. C'est les mêmes problématiques, les mêmes ambitions aussi, les mêmes volontés de redynamiser un territoire. Et c'est hyper intéressant de voir comment eux, ils approchent ce genre de choses, quoi. Donc, c'est toujours pareil. Le point commun à tout ça, c'est qu'on a beaucoup de gens qui aspirent à aller travailler, à aller créer dans des endroits un petit peu plus inspirants. Et nous, on bénéficie un peu de ce cadre-là, tu vois, que ce soit en Bretagne ou dans d'autres régions où la nature prend le dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, tous ces lieux-là sont à même d'accueillir ce type de projet, quoi. Donc, c'est hyper intéressant. En tout cas, ton podcast vient vraiment au bon moment parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes là qui ont envie de changer de manière de travailler, de vivre ou de travailler, et des envies d'écolieux, de tiers-lieux, mais aussi d'espaces de coworking, de se réunir, de faire autrement. Et là, dans ton podcast, en fait, il y a plein d'idées et il y a plein de réponses aux questions que les gens peuvent se poser actuellement. Et puis surtout, c'est accessible, c'est-à-dire c'est parti souvent d'un rêve, hein, avec parfois pas grand-chose. Et donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller découvrir le podcast. Il va y avoir le lien juste en dessous. Alors toi, qu'est-ce que tu remarques, par exemple, sur la prise de risque, sur tous ceux que tu as interviewés, sur leur manière, est-ce qu'il y a quelque chose de commun sur la prise de risque? On a renommé un peu ce truc d'hospitality pour pas faire trop d'anglicisme, mais d'hospitalité artisanale, tu vois, où pour le coup, on a une nouvelle vague de gens qui se mettent à créer des lieux. Et c'est cette même vague, il y a 10 ans, qui se lançait dans le web, tu vois, avec très peu de structures, très peu de ressources. Tu vois, à l'époque, quand tu lançais une startup il y a 10 ans, les banques ne savaient pas ce que tu faisais. La BPI, on n'en parlait pas. La French Tech, elle n'existait pas. Et tous ces acteurs-là étaient pas encore adossés à cet écosystème. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle vague aussi naïve que le web il y a 10 ans ou 15 ans. Tu vois. Et en fait, je trouve que c'est ce côté un peu naïveté qui me plaît là, dans ces projets-là, c'est qu'on a plein de gens qui ont juste envie de lancer un projet, qui connaissent absolument pas les tenants et aboutissants du truc, ce qu'on a tous fait, tu vois, parce que je pense clairement, si on était au courant de 80% de ce qui allait se passer, on n'irait pas. Et du coup, on a quand même des gens qui ont cette prise de risque, tu vois, et cette naïveté dans des projets. Et c'est ce qui fait que ces projets vont au bout, quoi. On en parlait aussi bien avec le studio La Musique dont je te parlais en Norvège, avec la coloc, avec le Barn, où on a des profils de gens qui avaient juste un objectif, c'est de faire en sorte que le lieu sorte de terre, tu vois. Et peu importe les épisodes. J'ai fait l'interview d'une personne là, qui s'appelle Sydney Delorme, qui a ouvert une ferme urbaine à Paris, Oui, un toit sur un rooftop de 7000 mètres carrés. Et je vous invite à écouter l'interview parce qu'il est vraiment passionnant. Et en fait, comme il disait, le projet a failli capoter des dizaines de fois, en fait. Et le fait de ne pas être au courant de ce qui allait se passer derrière faisait qu'il y allait, il continuait. De toute façon, il fallait avancer. On n'avait pas le choix. On ne connaissait pas les étapes d'après. Et en fait, cette naïveté fait que des projets comme le sien, aujourd'hui, peuvent avoir une place et on peut parler d'eux. Et aujourd'hui, il a le rooftop le plus grand de Paris. Ils ont ouvert ça à deux avec sa compagne. Ils ont 33 ans, 7000 mètres carrés, ferme urbaine. Ils fournissent les meilleurs chefs étoilés de Paris avec des légumes qui poussent sur le Chapelle International à côté de la gare du Nord. ouais. Et voilà, et c'est des histoires qui sont juste dingues parce que
euh, parce que ce n'est pas des gens du métier, c'est des gens qui ont appris en même temps qu'ils créent leur projet. Et donc, cette prise de risque, elle est énorme, mais en même temps, elle est inexistante. Tu vois, c'est Mm. des profils de gens où on n'est pas au courant du risque, en fait. Oui, Tant que tu c'est n'es pas ça. tant que tu n'es pas dedans, c'est juste du plaisir, passion. Et je pense que si on s'attarde trop sur le risque, et j'en ai vu, hein, tu vois, je croise beaucoup de porteurs de projets, de gens qui veulent ouvrir des lieux, et il y a des gens qui passent beaucoup de temps sur le sujet du risque, et au final, c'est des projets qui ne voient pas voient pas le jour, tu vois, parce que je pense que c'est pas compatible, tu vois. C'est, c'est quelque chose qui, ouais, il faut avoir une certaine part d'inconscience, quoi. Donc, Oui, voilà. C'est vrai que Sydney, quand il raconte là dans ton podcast, c'est vraiment très touchant, l'ampleur du projet. En fait, ils étaient dedans, ils ne se rendaient pas compte hein, vraiment Mais ils étaient dedans. Allez, on y va, on fait les dossiers, on y croit, on y croit. Et c'est incroyable ce jardin ouais. au-dessus des toits. Et toi, alors, comment tu prends des risques, toi? J'en prends moins quand même. Je pense que de par les expériences et les réussites et les échecs, hein, il y a eu plus d'échecs d'ailleurs que de réussites, mais je pense que ça calme un petit peu. Donc on réévalue le risque à chaque fois. Et puis aussi les envies perso. C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait, on en reparlait encore avec des copains entrepreneurs. Et je pense qu'on a, au fil des projets, déjà, on apprend un petit peu plus, donc forcément, on gagne du temps. Là où c'était des risques avant, sont plus des risques, mais c'est des expériences et c'est des choses qu'on arrive à appréhender. Euh, donc, ça avance plus facilement. Après, clairement, le risque est plus minime aujourd'hui pour plein de raisons, parce que je pense on cherche un certain équilibre, on n'a pas la même énergie, ou on a une énergie différente, vie de famille, pas de vie de famille, etc. Mais après, il y a toujours une part d'inconscience. Maintenant, on a tendance à plus s'entourer, je pense, dès le début. Hmm. Mais par contre, ouais, je suis sur tous les projets, je- je vais chercher de l'expérience ou de l'expertise, mais je veux pas avoir trop d'infos non plus sur les tenants et aboutissants, parce que je pense que ça fait peur, tu vois, globalement. C'est un truc qui te fait plus reculer qu'avancer, quoi. De trop en savoir, tu vois, sur comment ça fonctionne de vouloir les réponses à tout prix à tout, je pense que c'est plutôt un ralentisseur qu'autre chose, quoi. Donc, Hmm. Est-ce que tu peux nous parler d'un de tes échecs que tu as réussi à transformer? En tout cas, on apprend toujours de ces échecs, mais pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu aurais un échec à partager qui a sûrement été inconfortable et qui finalement, aujourd'hui, t'as acquis quelque chose de cet échec et tu as dépassé ça? bien sûr, après, je pense que c'est le plus parlant sur les différentes expériences, mais le sujet de Swanson, quand on a fermé Swanson, on a fermé en octobre 2020, ça a été une expérience très, très intéressante en fait au global parce qu'elle a permis de définir et de peaufiner ce que je voulais faire par la suite. Donc ça, je peux le dire après. Pendant, c'était pas la même chose, mais avec du recul, c'est clairement une situation qui m'a mis dans une telle posture d'inconfort que ça m'a poussé à te questionner, à remettre à plat un peu tout ce que tu avais acquis, tout ce que tu pensais être bien. Tout se casse la gueule, hein, généralement. Donc, tu remets un peu en place tout ça. Et ça te permet de t'orienter vers les bonnes personnes, des nouvelles personnes, et surtout ouais, de définir un peu tu vois, quel est ton prisme. C'est un peu le syndrome. Quand tu es entrepreneur, le problème, c'est que tu fais plein de choses en même temps, et tu sais pas dans quoi tu es bon, tu vois, réellement. Tu es curieux, mais tu es expert en rien. Et je pense que quand tu sors d'une expérience comme celle-ci, c'est qu'est-ce que je fais après, tu vois? Et tout ce cheminement-là, moi, je l'ai fait avec. J'ai eu la chance de rencontrer un coach d'entrepreneur, tu vois, avec qui pas mal de mon entourage avait travaillé. Et clairement, tu vois, c'est la personne qui m'a permis de tout remettre à plat, de réécrire, de voir la direction que je voulais prendre et surtout ce qui m'animait, tu vois. Hmm. Et, et c'est tu vois, ce que je te disais tout à l'heure sur
le point commun à tous ces projets, je ne l'avais pas identifié avant l'échec de Swanson. Tu vois, pour moi, il a fallu au final que je prenne ce mur qui a été très compliqué dans le sens où Swanson, c'était bien plus qu'une boîte, tu vois. C'était même pas une boîte, en fait. C'était un peu le problème aussi, d'ailleurs. C'est que c'était… Est-ce que tu peux raconter ce que c'était, donc le Swanson, pour des personnes qui ne connaissent pas? Swanson, alors ça a démarré, c'était un magazine papier. L'idée, c'était de mettre en avant, et c'est assez important dans l'histoire, mais c'était de mettre en avant des histoires inspirantes. Et là, on revient en 2015. Hein. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'inspiration, mais en 2015, on était sur les débuts de cette typologie de contenu. Et l'idée, c'était de mettre en avant des portraits de créatifs et d'entrepreneurs à travers leur passion. Et de ce magazine, on a fédéré toute cette nouvelle génération de créatifs et d'entrepreneurs. Et on s'est dit, c'est marrant, ils ont tous un point commun. Ils ont quand même un intérêt pour l'océan, ils ont un intérêt pour le surf, pour la nature, pour la côte, etc. Et on se disait, c'est fou parce qu'en fait, tous ces gens-là, ils nous racontaient qu'en fin de semaine, ils se barraient et puis ils allaient bosser depuis la côte dans une maison de famille ou ils partaient à l'étranger. Et on se disait, c'est dingue, il faudrait qu'on arrive à créer un lieu. Tu vois, et en même temps, dans les grandes agglomérations, tu avais tous les espaces de coworking, tout ça qui ouvrait. Et en fait, on a commencé à se dire, ça serait cool d'ouvrir un lieu euh, sur la côte qui permet d'accueillir ces gens-là, là, à qui on parle quotidiennement. Et ça, c'est la version utopique du truc. Tu vois. Parce que la réalité, c'est que c'était pas si simple que ça. Mais, euh, mais voilà, et en fait, Swanson, on a créé ce lieu qui s'appelait la Swanson House, qui était pas réellement un espace de coworking parce que localement, il n'y avait pas le noyau et la clientèle pour ça. Mais notre boulot, c'était de créer un lieu, on appelait ça une résidence d'entrepreneurs, où on faisait venir des entrepreneurs un peu de partout, vraiment monde entier, et qui venaient bosser quelques jours depuis la côte. Et ces gens-là, on leur offrait un cadre de travail à travers un lieu, et en même temps, on créait du contenu inspirant. Donc, on faisait venir des intervenants, on mettait un peu de surf dans tout ça, on mettait un peu de local avec de la restauration d'ici, avec des chefs et tout. Et en fait, on créait une expérience. Et toujours dans cette même dynamique d'accueillir des gens, pardon, on créait des expériences dans notre lieu. Et on avait créé un super lieu qui était super. Et c'est vrai que cette boîte-là, elle avait plus vocation à éduquer, à créer une tendance plutôt que profiter d'une tendance et en bénéficier. Tu vois, ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, on était là un petit peu trop tôt, clairement. Tu mettais un projet comme Swanson post-Covid, c'était pas la même. Mais nous, je pense qu'on était un petit peu trop tôt. On avait clairement pas notre marché. Tu vois, ça, c'était un vrai sujet. On avait une niche, ultra niche, mais qui pouvait pas donner à manger à tout le monde. Mais c'était un projet de vie parce qu'on a des gens qui sont venus bosser chez nous, qui ont acheté des baraques dans le coin. Et en fait, nous, notre objectif, c'était de redynamiser le coin, tu vois. C'était de se dire, nous, on est tombé amoureux du coin. On veut que nos potes, tu vois, ils tombent autant amoureux du coin que nous et qu'on se retrouve ici et qu'on recrée un truc un peu avec une émulation autour de tout ça, tu vois. Et Swanson, c'était un outil pour arriver à ça. Et donc ça, on a réussi à le faire. Donc ça, c'est le côté positif de tout ça. Après, c'est vrai que quand tu crées un sujet tu vois, de lieu fédérateur et que ça s'arrête, ça a été assez compliqué, tu vois, d'avoir cette émulsion autour du lieu et puis tout s'arrête. Et après, la réalité, c'est qu'économiquement, c'était pas si simple et qu'avec le Covid et avec les conditions dans lesquelles on était, ça a été valait mieux se dire on arrête et puis on apprend de cette expérience plutôt que tu vois, de persister et de pas trop savoir quelle couleur on allait donner au projet par la suite. Quoi. Donc, En tout cas, grâce à ça, tu poses ces questions si pertinentes pendant ton podcast. C'est parce que tu as déjà vécu ça que ce podcast est si intéressant parce que voilà, tu sais où aller chercher les questions. ouais. Si tu n'étais pas passé par là, ça aurait été peut-être moins profond. Voilà. Carrément, et je pense qu'en fait, tu vois, c'est un peu le point commun qu'on a tous, là, quand tu vois tous les créateurs de lieux ou les gens qui veulent ouvrir des lieux. En fait, on a tous la même envie, je pense, c'est ce côté passionné de transmettre un truc, montrer ce que nous, tu vois, quand un lieu
nous a porté ou un environnement nous a convaincus, tu vois, de ses bénéfices. On a envie de faire la même chose. Et en fait, on voit, là, je croise plein de porteurs de projets, tu vois, où en fait, c'est moi, en 2015 ou en 2016, avec Swenson. Sauf que là, aujourd'hui, ces gens-là ont accès à des gens qui ont monté des projets, ont accès à des ressources. Et il ne faut pas qu'ils passent à côté d'une réalité, tu vois, une réalité économique, une réalité de marché. Euh, et du coup, c'est un peu le but du podcast aussi, c'est de faire bénéficier les uns aux autres, tu vois, les expériences de chacun. Et tu vois, aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines de projets là, qui sortent en ce moment, de coworking, de co-living, à la campagne, sur la côte, etc. C'est des trucs qui émergent de partout. Et moi, j'aurais adoré avoir ces gens-là, tu vois, en 2015 ou 2016. Mais clairement, nous, on rentrait dans aucune case. Donc, c'était plus complexe d'être au contact de gens en capacité de nous renseigner. Tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ben, en tout cas, bravo d'avoir transformé cet échec, en tout cas, puis d'avoir créé ce petit bijou, comme je dis, No Small Plans. Et pourquoi ce titre? Alors, c'est drôle parce que ça, c'est un truc qu'on a depuis une dizaine d'années, ce nom-là, et qu'on utilisait beaucoup avec Swenson, qui était un peu un petit slogan qu'on avait, qui était de ne pas faire les. Tu vois, pourquoi faire des petits projets? Et en fait, quand tu regardes dans plusieurs interviews du podcast, ça revient plusieurs fois, tu vois, des porteurs de projets qui disent, mais en fait, l'énergie nécessaire entre faire un lieu qui fait 70 mètres carrés ou 700 mètres carrés, c'est exactement la même chose. Et on peut parler de mètres carrés ou d'ambition, c'est pareil, en fait, tu vois. À partir du moment où tu te lances, il n'y a pas de raison de faire tu vois, un petit projet à ton échelle. Hein, c'est toi qui le définis. Hein, quand je dis petit projet, c'est pas réellement une question de taille, c'est plus une question d'ambition, tu vois. Souvent, tu as des gens qui ont envie de faire, quelque chose qui les porte avec beaucoup d'énergie, qui vont avoir tendance à se limiter, mais sans raison, tu vois. Et au final, quand tu mets les mains dedans, tu te rends compte que ça ne demande pas beaucoup plus d'énergie, tu vois, à partir du moment où tu te lances. Et qu'il n'y a pas de raison de faire des petits projets. Quoi. S'autoriser à voir grand. Exactement. Avec sa définition du grand, hein, je précise. Alors, on va arriver au bout de cette interview et j'avais envie de te poser encore deux questions. Alors, la Ouais. première, si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je pourrais faire pour toi? Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu pourrais faire pour moi? C'est une très bonne question. Je pense mettre en lumière un peu plus nos territoires pour des porteurs de projets. Alors, tu vois, je sais, c'est assez vague, hein, mais je pense que on est encore, même s'il y a une réelle énergie aujourd'hui, on manque de visibilité sur des territoires, tu vois, comme les nôtres. Quand je vois le nombre de porteurs de projets qui sont à la recherche de lieux, à la recherche d'environnement, etc., et qui passent à côté de régions comme les nôtres, ouais, une mise en lumière un petit peu plus importante. Je pense que ça serait bénéfique à tout le monde. Ça serait cool. Bon, ça va, je peux sortir ma caméra alors. Ouais, c'est ça. Ok, entendu, c'est posé. Et en fait, j'ai une petite dernière question sur l'écologie, toute la situation environnementale. Qu'est-ce que tu fais toi dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu mets en place? Aujourd'hui, c'est une évidence, tu vois, sur tous les projets qu'on peut créer. Il y a pas de sujet de définition. Tu vois, j'ai beaucoup de mal avec les projets qui se définissent impact positif ou qui définissent leurs produits comme étant euh, bénéfiques à l'environnement. Je vais te dire pourquoi. C'est un peu comme aujourd'hui, tu vois, tu n'as plus aucune marque ou aucune entreprise qui te dit et on a un site web, tu vois, et on est sur Internet. Aujourd'hui, c'est une évidence. Tu vois, il y a 10 ans, on précisait qu'on avait nos réseaux sociaux, qu'on avait Internet. Aujourd'hui, quand tu crées un projet, ça va de soi, ça coule de source. Et je pense que tous les projets qu'on met en place, euh, aujourd'hui, en 2022, et encore même avant, et bravo à ceux qui l'ont fait avant. Mais tu vois, ce sont des projets qui doivent être construits sur toutes ces valeurs-là et dans l'intérêt de la suite, tu vois, de nos gamins et de tout ce petit monde qui a après nous, tu vois. Et je pense que
En ce qui concerne nos projets, bah, on le voit à travers le podcast, mais globalement, toute cette cible-là qui, moi, me touche sont des gens qui créent des projets à forte valeur, tu vois. Et que ce soit, tu vois, la PAM à Brest qui réhabilite des lieux plutôt que de construire, qui est complètement dans une démarche, tu vois, solidaire de par la construction, les gens qui contribuent au projet, les associations, les boîtes qui sont partie prenante du projet, que ce soit des Sydney, tu vois, qui a beau créer un projet dans Paris, la totalité du projet a été pensée de manière à s'adapter aux années futures. Aujourd'hui, il n'y a pas de sujet, tu vois, et pourtant, dans aucun des podcasts, on en parle ouvertement, mais je pense que, alors nous, on est un peu dans un microcosme aussi, il faut faire attention à ça, tu vois, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a des projets, enfin les projets qui naissent aujourd'hui, encore plus quand c'est des gens qui ont un réel lien avec une région, tu vois, ou avec la nature, ou qui ont un passif avec tout ça. Ça, pour le coup, il y a une vraie authenticité là-dessus. Il faut faire gaffe. Il y a d'autres projets aujourd'hui, on sait que c'est plus par opportunisme qu'autre chose. Mais en tout cas, tu vois, tous les projets qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est une évidence. Moi, je ne l'utilise même pas dans la com, mais tu prends Cosbarn, les trois quarts des matériaux, c'est des matériaux qu'on a réutilisés pour construire l'intégralité de Coast. Pour ceux qui ne sont pas venus, hein, le bâtiment principal, c'est un container recyclé. Le bois, c'est du bois de récup quasi dans sa globalité. Après, sur les produits et la carte, on a tous les produits à moins de 5 km autour du barn, que ce soit, c'est principalement du végétal, mais il y a un petit peu de viande aussi. Mais là, pour le coup, on bosse avec des producteurs qui sont à 3 bornes du barn. Le maraîcher à 3 km 4, tout, que ce soit le traitement des déchets derrière. On essaie de penser dans sa globalité toute la chaîne. Maintenant, on n'est pas parfait, mais en tout cas, ça fait partie de la construction de chacun des projets. Tu vois, on a un nouveau projet de co-living sur lequel on travaille là dans le coin. Pareil, c'est une rénovation de maison. La rénovation, tout de suite, dès les premiers rendez-vous avec les architectes, la manière de penser la rénovation, elle doit, un, impliquer des entreprises locales, deux, des matériaux qui sont en adéquation avec les années futures, sans tomber dans le bullshit, mais c'est une évidence aujourd'hui. Et je pense que tous les projets qui sortent de terre doivent aller dans ce sens-là, quoi. Une fois de plus, hein, c'est pas de la perfection, mais je pense que cette imperfection fonctionne si on n'en fait pas du marketing, tu vois, si on n'utilise pas ces choses-là comme du marketing. Et aujourd'hui, je pense qu'on a surtout pas besoin d'en faire du marketing, tu vois, parce que non, bien sûr. c'est compliqué. Mais c'est important pour certaines personnes de se dire, qui ont envie de construire, de dire que c'est aussi possible de construire de manière plus écologique avec des matériaux du coin, des entreprises locales. C'est aussi possible, quoi. C'est ça, et je pense qu'aujourd'hui, en fait, on arrive dans une période où, enfin, on est arrivé dans cette période-là où c'est hyper intéressant, c'est que les gens sont attentifs à ça, tu vois. Les gens qui habitent à Paris ou qui habitent à Nantes ou à Rennes et qui cherchent des expériences ont envie de bouffer localement, ont envie de manger, tu vois, sainement, et tout ça, c'est bénéfique, tu vois, aux années futures. Et donc, il y a quand même quelque chose qui se crée où aujourd'hui, on peut créer de la valeur là-dessus. On peut faire vivre une famille ou deux sur des projets comme ça. C'est sûr que ce n'est pas des trucs de dingue où tu fais des millions, mais en attendant, tu peux créer un écosystème, tu peux valoriser le travail des uns et des autres, et en même temps avoir une clientèle en face qui est attentive à ça, là où ça l'était beaucoup moins il y a 6-7 ans, même juste avant le Covid, tu vois. Donc, je pense qu'il faut profiter de ça, parce que c'est clairement, ça va dans le bon sens, et en toute discrétion, tu vois. Je pense qu'il faut rester assez discret là-dessus et de le faire avec authenticité, tu vois, sans tomber trop dans le greenwashing ce qui n'est pas évident, hein, parfois de créer des projets. À partir du moment où tu crées quelque chose, tu vois, c'est un peu antinomique, mais en tout cas, Trouver on essaie. l'équilibre avec l'humilité. C'est ça. En tout cas, si on veut te rencontrer cet été, on peut parler juste de quelques instants du Coast Barn. Il va y avoir pas mal d'événements. Ouais.
On peut Ouais, y ouais, rentrer. Donc, c'est le lieu dont tu parlais qui a été c'est créé avec des matériaux recyclés ou avec des produits locaux. C'est un lieu vraiment magique pour ceux qui ne connaissent pas encore et qui sont dans le secteur. Je vous conseille d'aller voir. Est-ce que tu peux nous parler un peu des événements qui vont s'y dérouler cet été? ouais, carrément. Et pour la petite parenthèse sur Cosbarn, donc c'est Graziella qui avait initié ce lieu-là à la base, hein. Et il faut savoir qu'elle avait fait, et là pour les autres porteurs de projets, c'est hyper intéressant, c'est un lieu qui était à l'abandon. C'était une ancienne briqueterie qui fabriquait du carrelage et des briques, euh, et qui était bourré d'amiante, et avec ce plan d'eau magnifique. Et il faut savoir qu'avec le travail de Graziella en amont, c'est un lieu qui a repris complètement vie, avec faune et flore de dingue, et un plan d'eau qui est revu complètement. Et, et aujourd'hui, qui a un projet comme le sien et ceux avec Cosbarn, ont permis de redynamiser ce lieu-là. Et ça, aujourd'hui, il y a plein d'espaces comme ça qui existent, où au final, un nouvel élan peut complètement redynamiser le spot. Et voilà. Donc ça, c'est pour la petite parenthèse, pour savoir que enfin, le travail qui a été fait en amont, c'est quand même Graziella qui avait fait un taf de malade sur la réhabilitation du lieu. Et, et cet été, plein d'événements, effectivement. Et on fait des concerts, on fait des projections de films. Là, samedi, on a Isaac Delusion qui vient jouer chez nous. On a des brocantes vintage. Ça va être, je crois que c'est au mois de juillet. Après, on a tous nos brunchs le dimanche qui sont quasi complets tout le temps. Donc, il y a On peut il y a venir plein quand de même. On peut réserver 15 jours vraiment, pour le brunch. faut une bonne semaine à l'avance. Et, mais en tout cas non, non, tout s'annonce plutôt bien cet été-là. Et puis, vous pouvez retrouver tous les événements sur la page Instagram de Cosbarn. Et voilà, et tout est dessus. Ok. C'est Merci. l'instant promo. J'ai fait la petite promo de Cosbarn, c'est gentil. Ouais, Merci beaucoup. bah oui, mais des fois, on ne sait pas où sortir. Là, c'est sur la route de Bénodet en allant vers Quimper et c'est vraiment un chouette lieu. Et moi, j'y ai tourné un court-métrage avant, enfin, 2 ans avant, je pense que vous preniez le lieu. C'était tout délabré, mais il fallait un décor délabré. Donc, j'ai tourné là, sur ce lieu qui était vraiment un... Tu as vu la différence? Ah oui, clairement, c'était un gros chantier. Carrément. Carrément. Bon, mais écoute, merci beaucoup, Kevin. On se retrouvera une autre fois pour parler musique parce que dans ton podcast, eh bien, à chaque fois, tu nous mets du son un petit peu au début, un petit peu à la fin, et c'est un moment extraordinaire. Donc, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin avec toi là-dessus sur la musique. Donc, on se retrouvera dans une autre interview. En attendant, eh ben, je vous invite vraiment à découvrir le podcast. Voilà, c'est un petit bijou, comme je disais. Et voilà, vous nous direz ce que vous en pensez. Il y a tous les liens eh bien, sous la vidéo. Et ben, merci beaucoup, Kevin. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, un mot de la fin? Non, écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis au plaisir d'accueillir ceux qui écouteront, regarderont dans un de nos lieux. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Anna, en tout cas. Avec plaisir. Au revoir à tous. Au revoir.